Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Romain Grosjean qui nous fait le plaisir de nous accorder un peu de son temps entre la F1 à Bahreïn et le début de la saison d'IndyCar à Saint-Pete. Bonjour Romain. Bonjour. Tu peux nous dire où tu es actuellement? Écoute, je suis rentré à Miami là pour une journée. Je suis rentré dimanche de Bahreïn et puis je suis reparti le lundi après-midi à Charlotte. J'étais au simulateur mardi. Je suis rentré à Miami aujourd'hui et je pars demain matin à Saint-Pete. Donc pas mal occupé. Ok, et donc ça y est, c'est reparti pour la saison d'IndyCar. C'est reparti pour la saison d'IndyCar, effectivement. Puis la semaine d'après, on a les 12 heures de Sebring avec Lamborghini. La semaine d'après, il y a encore la course thermale de le challenge à 1 million de dollars sur l'IndyCar. Et après, je crois qu'il y a un week-end off enfin. Ok. Euh, donc, si on rentre rapidement dans le vif du sujet, là, on va parler un petit peu d'IndyCar avec toi. Avant de parler de la saison qui arrive, quel bilan tu tires en fait de ton passage chez Andretti après Dale Coyne? Écoute, Andretti, on était parti pour essayer d'être champion et gagner des courses ensemble. On n'a malheureusement pas réussi. Après, j'ai quand même passé 2 très bonnes années avec des gens agréables dans l'équipe, avec Olivier Boisson, notamment mon ingénieur qui m'avait suivi de chez Delcoin et qui est un ami aujourd'hui. Après, c'est sûr que on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était donnés. On a fait des pôles, on a fait des podiums. On n'a pas réussi à gagner les courses, on n'a pas réussi à se battre pour le championnat. Mais pas mal de choses d'apprises. Et puis, comme je l'ai dit, des bons moments passés avec l'équipe. Ok, donc cette saison-là, tu seras chez Juncos. Tu as pu faire quelques roulages, notamment du côté de d'Homestead il y a quelques semaines. Tu avais posté ça sur YouTube. Qu'est-ce que tu as pu déjà observer après les premiers roulages et quelles peuvent être tes ambitions? Alors, je dirais que les tests à Homestead, ils étaient un peu inutiles. Malheureusement, c'est pas loin de la maison, donc c'était pratique en termes de piste, mais la piste, faut savoir que le tarmac à Homestead, il est fait à base de corail et du coup, il est extrêmement agressif. Donc, on faisait 2 tours et les pneumatiques étaient complètement morts, donc on n'a pas appris grand-chose. On a eu, ceci dit, une journée de test à Sebring la semaine dernière, qui était beaucoup plus représentative de ce qu'on va vivre sur cette saison. Je pense qu'on a une base de travail qui est intéressante avec Ungos, Olinger. On a encore beaucoup de travail. On n'est pas au niveau que j'ai pu connaître, par exemple, pour être en pôle à Saint-Pete l'an dernier. Mais on a travaillé pas mal sur cette journée de test. On a travaillé pas mal au simulateur encore avec l'aide de General Motors et Chevrolet du côté de Charlotte. Donc voilà, c'est difficile de dire exactement où on en est. Je pense que je peux vous le dire, on se battra pas forcément pour la pole samedi, mais on va en tout cas essayer d'être pas trop loin du top 10 pour profiter de ce qui se passe en course en IndyCar et pourquoi pas de stratégies intéressantes. 2024, ça va aussi être l'arrivée d'un système hybride en IndyCar. Euh, Et ça va arriver surtout en milieu de saison, après les 500 miles d'Indianapolis. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que tu en as eu des échos? Est-ce que tu as pu l'essayer un petit peu ou pas du tout? Alors, je pense que dans le positif, IndyCar a vraiment fait beaucoup de travail pour fiabiliser le système qui était un peu en retard sur tous les tests hivernaux. C'est pour ça que l'introduction a été décalée. Euh, Après, à titre très personnel, je trouve qu'il y a un avantage énorme pour les équipes, les 4 équipes qui ont roulé des milliers de kilomètres avec ce système, alors que les autres équipes n'ont jamais même eu le système dans l'atelier pour voir comment ça se montait. Donc l'amener en milieu de championnat, ça va être un peu difficile. Je suis pas sûr qu'en termes de course et de spectacle, on en ait besoin. Maintenant, il vient, donc on fera du mieux avec, et puis on espère qu'il va se fiabiliser, s'améliorer au fil du temps pour que le désavantage de poids qu'on va mettre dans la voiture, qui est assez significatif, soit comblé par un avantage en puissance. Et t'as pu l'essayer, toi, ce système hybride ou pas? Non, pas du tout. Non, j'ai eu une journée fin mars, et je crois que c'est tout avant qu'ils soient introduits en course courant juin ou juillet, je sais pas. D'accord. Sur le volet plus endurance, il y a Lamborghini donc, qui arrive cette saison en catégorie GTP ou LMDH. Toi, tu as fait quelques piges en catégorie GT. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ambitions de Lamborghini et sur comment s'est passé le développement d'un point de vue fiabilité, performance? Oui, je pense que écoute, le projet il est très beau, le développement s'est plutôt bien passé. On a pris un peu de retard au début, malheureusement, mais après on a essayé de rattraper un maximum.
Je pense qu'on n'est pas encore au niveau des autres, tout simplement parce qu'ils ont une année sous les roues et ils ont beaucoup travaillé. Maintenant, on a eu la première course en championnat du monde d'endurance avec l'équipe WEC qui a eu lieu au Qatar. Je pense que c'était important de finir la course, ce qui a été le cas. Ça nous a ouvert les yeux sur quelques faiblesses de voiture, sur la voiture, mais aussi quelques points forts. Mm. Maintenant, Sebring, la semaine prochaine, ça va pas être facile parce que c'est un circuit assez particulier, très bosselé. Mm. C'est pas un des points forts de la voiture, l'absorption des bosses. Donc, on risque de souffrir un petit peu. Maintenant, on va progresser. Il y a d'autres journées d'essai qui sont prévues ensuite. Et puis, il y a clairement un focus sur les 24 heures du Mans, qui est la plus grande course de l'année et où on espère avoir une voiture le plus performante possible et le plus fiable possible. Mm. Alors justement, les 24 heures du Mans, toi, tu y as déjà roulé, tu sais un petit peu ce que c'est, quelles sont tes ambitions personnelles au Mans et après plus largement sur la saison? Moi, je crois qu'en sport auto, les ambitions personnelles sont toujours liées à la voiture. Donc, on verra à ce moment-là comment est la BOP, comment est la voiture, comment est la fiabilité, quel développement on a pu faire sur la SC63. Après, c'est sûr que c'est une course magnifique que j'avais adoré faire il y a 14 ans maintenant. Euh, mais c'est une course difficile qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de symbiose entre l'équipe et les pilotes avec les meilleurs constructeurs qui vont être présents. Donc, puis deux règlements à garder en tête, le LMH d'un côté et le LMDH de l'autre. Donc, pas simple de trouver un compromis entre les deux, mais on va essayer de faire au mieux. Et c'est sûr que dans la saison, c'est une course extrêmement importante. D'accord. Arnaud, je crois que tu avais des questions sur tout ce qui était habitacle, peut-être? Ouais, on passera, ouais, passera d'e-sport, je pense, un petit peu après. Ouais. T'as eu la possibilité, toi, en roulant en F1, de voir l'arrivée du Halo et d'avoir l'aéroscreen en IndyCar. Aujourd'hui, enfin, quel regard tu portes sur ces deux solutions qui finalement ont plus ou moins le même objectif? En termes esthétiques, c'est très différent. En termes sécuritaires, en termes de confort pour le pilote, comment tu positionnes les deux solutions? Alors, à titre perso, aujourd'hui, je prendrais le Halo en circuit routier et circuit urbain et clairement l'aéroscreen sur tout ce qui est ovale. Donc, si j'étais à la tête de l'IndyCar, c'est ce que essaierais de faire, parce qu'il faut savoir que sous le halo, en fait, sous le aéroscreen, il y a un halo qui est déjà là pour tenir la vitre. Donc, en termes de température, on a des vrais soucis avec l'aéroscreen. Il fait très chaud dans la voiture. Alors, on a une nouvelle version qui va arriver cette année à partir de Long Beach, qui devrait être mieux. Mais quand la voiture devant vous et la piste, imaginez, c'est un peu séchant, la voiture devant vous passe dans la boue, vous en prenez sur l'aéroscreen, vous ne pouvez pas faire grand-chose jusqu'au prochain pit stop pour nettoyer. Après, sur Oval, c'est sûr qu'à les vitesses à laquelle on va, avoir une protection complète, c'est extrêmement rassurant. Tu vas aborder, Adrien, peut-être un peu l'e-sport rapidement? Ouais. Pendant le Covid, tu as créé ton écurie, là, le R8G eSport. Il y a déjà plusieurs titres qui ont été gagnés par l'écurie. Il y a eu des belles performances sur des courses, notamment la première édition des 24 heures du Mans virtuel. Aujourd'hui, l'ambition pour cette équipe, c'est quoi? Aujourd'hui, l'ambition, je dirais qu'on est un peu dans l'attente des championnats là, cette année. C'est un peu frustrant parce on a une super line-up de pilotes, Hmm. mais on a un petit peu en manque de courses officielles, je dirais, en tout cas sur 2024. Après, on a la F1 eSport où on travaille avec Sauber et Haas. Hmm. Donc, on est leader du championnat F1 eSport et équipe et pilote avec Sauber. On est bien placé avec Haas aussi. On est l'an dernier champion du monde team et équipe sur Rennsport. Donc on attend un petit peu, voilà, on attend de savoir ce qui va se passer, quand est-ce que les 24 heures du Mans vont arriver. On a des pilotes qui sont qualifiés pour le DTM, mais l'objectif c'est de continuer d'essayer d'être une des références en e-sport et de gagner les grandes courses, les courses officielles pour nos sponsors et pour les revenus de l'équipe. Ouais, sur toutes les plateformes, vous n'êtes pas restreint sur une plateforme, c'est vraiment très, très large, quoi. On est assez large, on a dû restreindre parce que les salaires des pilotes ont explosé et il y a des plateformes qui sont extraordinaires à rouler à titre personnel comme e-racing, mais il n'y a pas vraiment de course officielle hormis la Porsche Cup. Hmm. Donc on a dû réduire ça. On a des pilotes sur Gran Turismo, on a des pilotes sur F1 et on a des pilotes sur R-Factor 2, Rennsport. Et le jeu
qui roule en DTM, dont je ne me souviens plus le nom. Mais on essaye, on essaie d'avoir un maximum de pilotes tout en étant conscient qu'il y a il y a une réalité financière qui est là et qu'on ne peut pas avoir 30 pilotes par plateforme. C'est clair. Romain, toi, tu as donc l'occasion de, bien sûr, de toucher à la F1, après donc partir aux États-Unis avec l'IndyCar, l'IMSA. Aujourd'hui, aux États-Unis, le sport numéro un automobile, c'est la NASCAR. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé, que tu envisages peut-être par la suite, ou c'est vraiment un sport aujourd'hui que tu regardes pas et qui est pas dans ton scope? Alors, je regarde quelques courses de NASCAR, notamment les moments forts ou les derniers tours. Bon, il y en a 36 dans l'année, donc si on essaie de les regarder, ça nous occupe pas mal. Après, ne jamais dire jamais. C'est sûr que quand on les voit rouler à Indianapolis et qu'on est sur place, ou quand on voit les 500 miles de Daytona, c'est intéressant de se dire que pourquoi pas à un moment essayer et voir ce dont on est capable au volant d'une NASCAR. Surtout, je pense que la génération actuelle est un petit peu plus proche d'une GT3 sans les aides que l'ancienne qui était vraiment spécifique à la NASCAR. Geoffroy, tu veux poser le petit questionnaire peut-être? Exactement, un petit questionnaire, question-réponse, sans argumentaire sur la réponse, en fait. On demande juste un petit choix. Première question, gagner l'Indy 500 ou les 24 heures du Mans? Ah, les vaches. Ah ouais. Ah, Les autres sont pareils. ouais. Ah, les Indy 500 parce que c'est à titre perso. IndyCar ou F1? Ah, j'ai eu les deux, donc j'ai pas besoin de choisir. Euh, Indy 500 ou Monaco? Indy 500. Gagner des courses, mais pas le titre, ou gagner le titre sans gagner de course? Gagner des courses, mais pas le titre. Et sur la partie simu, e-racing ou Air Factor 2? Alors pour la communauté racing, pour le modèle Air Factor 2. D'accord, voilà, bah merci. Ah, merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est pas un questionnaire facile et c'est un peu brut de décoffrage, mais merci Romain d'avoir joué le jeu. Bah écoute, donc demain, début de la saison d'IndyCar, hein, Saint-Pite, premier roulage vendredi pour toi, je suppose. D'accord. Exactement. Le nouveau format des essais, tu penses que ça va changer quelque chose, à part pour le public, pour les équipes, ça va changer quelque chose ou pas? Ouais, ça va dans la bonne direction. Je pense qu'il y avait des courses. Alors, Saint-Pete, c'était pas trop mal, mais 27 voitures sur des circuits qui font 50 secondes, c'est toujours compliqué. Donc, on a volontairement les pilotes votés. Ça a été une décision prise entre IndyCar et les pilotes pour avoir des sessions un petit peu séparées. En tout cas, sur les circuits courts et urbains, hein, et ça sera peut-être pas le cas sur les circuits routiers, mais sur Saint-Pete, c'est sûr que ça va nous faciliter un peu la tâche en essai libre 1 pour avoir des tours clairs. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. On te souhaite plein de réussite pour la saison qui arrive et puis bah, à bientôt. Je te remercie, Romain. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Romain. Merci, merci Romain. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.